Ah voilà. Bonjour. Je continue sur ma lancée. Je rappelle aux personnes qui n'auraient pas vu toutes les vidéos que j'ai faites. Le but, c'est de vous aider à comprendre euh, vos réussites et vos échecs quand vous portez un projet personnel ou un projet professionnel. Euh, L'objectif, c'est de vous donner des éléments qui vont vous permettre de revisiter les expériences passées, expériences positives ou négatives, et vous allez pouvoir mettre des mécanismes dessus. Des mécanismes derrière des peurs, des mécanismes derrière des blocages, des mécanismes derrière des croyances limitantes et qui, dans la partie vide de l'iceberg, vous ont empêché de réussir. Alors, depuis quelque temps, j'ai fait des vidéos assez courtes, c'est fait exprès, et je vais vous rappeler les sources qu'on a déjà commencé à introduire. Ça ne veut pas dire qu'avec ça, vous allez résoudre votre problème, mais au moins, ça va vous donner une idée et ça va vous aider à réfléchir. Voilà. La première chose, c'est qu'on a décrété qu'il n'y avait pas de joie autour du feu, alors qu'au début, on était tout feu, tout flamme. Et puis, on s'est aperçu que petit à petit, la joie n'était plus là. Et pourtant, la joie, c'est une nourriture qui nous fait avancer. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on a parlé de faire des choses dans un projet, quoi faire et comment faire, et qui est porté par un pourquoi je le fais et comment je le fais, qui n'est pas authentique, parce que ce n'est pas le vôtre. C'est souvent quand on dans un quoi faire, un comment faire, où au bout d'un moment on se demande pourquoi on le fait, eh bien c'est que si on se pose cette question, c'est que ce pourquoi, c'est pas le nôtre. Donc il faut aller chercher peut-être dans l'arbre familial, peut-être dans votre saga familiale, votre histoire, les histoires qui sont passées dans la génération passée, où se trouve ce lien. Parce que souvent, on a, on a des maîtres dans notre lignée familiale, et donc ces maîtres-là, ils ont réussi, ils n'ont pas réussi. Et puis on a tendance à imiter leurs échecs, ou aussi on a tendance à imiter leur réussite. Ensuite, on devait parler aussi du sentiment de se trouver hors jeu. Alors c'est pas un sentiment, c'est vraiment cette sensation d'être hors jeu et de se retrouver exclu du groupe. Et donc puisqu'on ne veut pas être exclu, parce qu'on a peur, et ben à ce moment-là, on ne va plus rien faire. Et je vous demande de revisiter vos projets personnels ou professionnels, et vous allez sans doute retrouver ce sentiment de se sentir hors jeu. Hors du jeu, hors du jeu du J-E, mais hors du jeu J-E-U. Et cela a une source, on en a parlé lors de la dernière vidéo, qui sont des sources d'enjeux sociaux. Je rappelle simplement en 2 minutes, mais vous reverrez la vidéo la semaine dernière. Faites attention parce que ces vidéos, au bout d'un mois, Facebook les fait disparaître. Je vous conseille de les revoir pour faire une espèce de puzzle. Donc je disais que on n'est plus dans le jeu parce qu'il y a des enjeux sociaux et que le premier enjeu social qu'on va trouver, nos premières relations sociales, elles s'expriment où? Elles s'expriment dans la famille nucléaire, c'est-à-dire le père, la mère et l'enfant. Et ce que l'enfant n'aura pas compris, dépassé, guéri des blessures de ce premier groupe social, il va sans cesse chercher à les réparer plus tard, quand il deviendra adulte, et ce, dans différents groupes sociaux, que ce soit professionnel, l'amitié, amour, voilà. Et ce qui a défini les premiers enjeux sociaux familiaux vont sans cesse se répéter. C'est pour ça que vous allez réaliser que des fois, vous rencontrez à travers un homme ou une femme, tonton Jacques ou tata Daniel, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il se ressemble tellement. Ben, c'est normal, on attire ces situations parce qu'on a besoin de les transgresser. Donc ça, c'est une source importante de comprendre le hors-jeu. Et ça, c'est intéressant parce que je pense que nulle part ailleurs, vous allez trouver cette information. C'est un travail que je travaille depuis plusieurs années et au fil de mes expériences, de mon propre vécu,
du travail que je fais sur la structure et la réalité pour aider les chefs de projet, des gens qui portent les projets professionnels et personnels, et je m'aperçois à fur et à mesure que ce que je vous dis là a du sens. Que moi, je suis un excellent coach et que je vous amène des clés théoriques, des solutions. Oui, je me basais sur quoi? Sur mon histoire. Mais en vérité, vous êtes détenteur de clés incroyables que moi je n'ai pas, qui est votre propre histoire familiale. Ça, c'est indéniable. Mais personne n'est allé chercher ce que je vous offre comme ingrédient pour comprendre vos systèmes de réussite et d'échec. Je répète, réussite, on avance d'un pas et on continue, c'est une fluidité, ce qu'on appelle le momentum. On est dans un vrai cercle d'excellence dans lequel tout se passe correctement et bien. Après, c'est quelque chose pas facile, mais on les surmonte, on n'est pas en course de survie. Et puis il y a encore une fois des structures qui avancent et qui reculent, on fait un pas en avant, trois pas en arrière, une structure qui oscille. Et cette structure-là, c'est celle qui à chaque fois est récurrente et vous bloque. Il y a aussi cette idée d'un point de survie qui est en vous. Je crois que nulle part vous allez le trouver comme information. C'est un point de survie qui fait qu'on n'y va pas. Voilà. Et pour d'autres, on ne comprend pas. Quand on leur dit notre problème, ils disent mais c'est pas grave, tu n'as qu'à y aller. C'est pas. Vas-y, je vois pas pourquoi tu te fais du souci. Et nous, on est là, on dit oui, ouais, d'accord. Quand la personne est partie, on n'y va pas. Donc il y a bien quelque chose de l'ordre de la survie qui nous empêche de bouger. Et c'est un peu, je vais vous introduire quelque chose d'important. Alors, après, j'aime à dire que j'aime à travailler les 20% qui conditionnent les 80% des comportements que nous avons dans la vie, mais dans nos projets personnels ou professionnels. Mais dans ces 20%, il y a bien sûr des messages excellents, des messages d'amour, des messages d'encouragement, des messages de réussite. Mais il se peut qu'il y ait aussi des messages de frein, des blocages. Voilà. Et ces 20%, si on ne va pas les tâter, on ne se confronte pas avec, on va devoir faire face à la surface de l'iceberg, c'est les 80%. Mais si on veut travailler vraiment en profondeur, on va aller chercher les 20% qui sont dessous. Et ces 20%, c'est ce dont je vous parle. Les croyances limitantes, etc., etc. Les croyances de survie. Voilà. Alors aujourd'hui, je voulais juste partager avec vous un nouveau thème qui s'appelle les pancartes. Parce qu'il y a des pancartes qui sont inscrites en nous. Et ces pancartes-là, elles nous mettent quelque part dans quelque chose qui est dehors de la survie. Je vais vous donner un petit exemple pour que vous compreniez. C'est un Wuquan. Un Wuquan, c'est une histoire japonaise et chacun y trouve son interprétation. Alors c'est l'histoire d'un vieux moine zen qui se balade en Inde avec sa toge, imaginez-le, qui marche doucement sur le chemin, sur une route. Tout d'un coup, il sent quelqu'un qui le frappe sur l'épaule. Et la personne, un peu hagard, lui dit « S'il vous plaît, homme sain, ne me dénoncez pas. » Et il s'en va, il court, il s'enfuit. Et là, le moine est très embêté, parce qu'il se dit je ne peux pas mentir, parce que quand j'ai fait mes vœux de chasteté et de rentrer dans les ordres religieux bouddhiques, j'ai promis de ne pas mentir. Si on m'interroge, je ne peux pas mentir, qu'est-ce que je fais? Et puis de l'autre côté, je suis un bouddhiste, donc je ne peux pas dénoncer cet homme-là, je ne peux pas dénoncer mon prochain. Vous vous rendez compte quelle est la difficulté de cet homme-là, qui a été surpris, n'est-ce pas? D'un côté, s'il se fait interroger, on le questionne, il ne peut pas mentir. Et en même temps, sa générosité bouddhiste et spirituelle l'empêche de dénoncer son prochain. Nous voilà donc dans une pancarte. Et dans cette pancarte, c'est quoi? C'est choisir, c'est renoncer. D'accord? Donc vous voyez, s'il ment, il sera chassé de la communauté, mais il sauvera l'homme. Et en même temps, s'il le dénonce, il ne sera plus dans sa spiritualité bouddhique. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il traverse la route, il s'assoit. Et il ne bouge plus. Arrive de policiers.
on me sert, as-tu vu passer un bandit, un voleur? L'homme saint répond assis tranquillement, depuis que je suis assis ici, je n'ai vu passer personne. Et je trouve que ce koan, c'est vraiment la représentation exacte, métaphorique du concept des pancartes. Dans une pancarte, on a un ordre, un premier ordre qui nous dit, si je choisis solution A, il va falloir que je renonce à quelque chose d'important dans ma vie, mais je ne peux pas. Et en même temps, si je choisis la solution B, eh ben, je vais choisir, je vais renoncer à plein de choses. Et donc cette espèce d'indécision, cette espèce de blocage, c'est ce qu'on appelle le pat. Qu'est-ce que c'est le pat? Dans les règles d'échecs, si vous jouez aux échecs, le pat, c'est une situation de blocage. Si moi je joue un roi et vous avez plein de pièces, le cheval, la tour, le fou, votre reine, votre roi, et vous m'entourez, à ce moment-là, c'est à moi à jouer. Donc c'est à moi, avec le roi, à déplacer mon roi dans une case, quelle que soit l'orientation des cases. Et si je vais à gauche, votre fou va me mettre en échec. Si je vais à droite, votre reine va me mettre en échec. Donc de tous côtés, je suis pris. Donc qu'est-ce qui se passe? Comme c'est à moi de jouer, je ne suis pas en échec. Parce que c'est à moi de jouer. Parce que si je vais là, je suis en échec. Donc qu'est-ce qui se passe? La partie est annulée. Donc je suis en échec par anticipation. Donc dans chaque pancarte qui nous empêche d'agir, d'actionner, d'être dans la réalité, nous restons dans notre réalité. Et nous restons bloqués. Le pat, dans la nature, c'est simple. Il faut être en capacité de combattre, il faut être en capacité de fuir, mais il faut être en capacité de s'adapter. Et si tu ne combats pas, si tu ne fuis pas ou tu ne sais pas t'adapter, c'est fini pour toi. C'est comme ça que les animaux, dans la règne animale, privilégient la survie. Donc il faut qu'ils se battent. Et si tu viens embêter un grand ours, il va te filer une claque d'ours, ça va te faire très très mal. Mais si tu poursuis un papillon, il va faire que s'envoler. Et si tu embêtes un caméléon, il va changer de couleur, il va s'adapter à la situation. Voici les 3 solutions dans lesquelles on peut continuer le chemin. Le problème, c'est que avec cette pancarte-là, qui nous mettent dans des croyances de survie, vous avez compris, eh bien, on ne peut pas bouger. Vous comprenez? Maintenant, faites-vous une lecture de certains événements qui ont parcouru que vous avez vécu dans des projets personnels, que ce soit un couple, que ce soit une aventure amoureuse, que ce soit un projet parental ou quoi que ce soit, ou un projet professionnel, vous allez voir que ces mêmes situations, ces mêmes pancartes se révèlent à vous dans un projet personnel ou professionnel. C'est le même modèle. Et donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est de trouver la solution pour sortir de ces pancartes, sortir du pat. Et pour cela, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le ternum. Et ça sera pour une prochaine fois. Alors, regardez cette vidéo, parlez-en, réfléchissez, partagez avec moi sur vos expériences, vos remarques sur ce que je suis en train de vous dire. Voilà, si ça vous intéresse, je serai heureux de le partager avec vous, vous le partagez avec moi et avancer ensemble. Voilà, petit à petit, voilà, je vous introduis différents éléments qui vous permettront de comprendre qui vous êtes surtout au moment d'initier un projet personnel ou professionnel et se donner toutes les chances de le réussir. Et donc on parlera du ternum, la philosophie du ternum, la troisième voie, et puis on parlera de ce qu'on appelle le cercle d'excellence. Voilà ce que je vous propose dans cette petite vidéo. Et je pense que la semaine prochaine, je ferai un live et j'espère que vous serez nombreux à venir pour poser vos expériences, les partager, me dire ce que vous pensez de ce que j'avance. Voilà. Prenez soin de vous, passez un excellent été et à bientôt. Au revoir.